Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Ce matin, je reçois Étienne Jacob, journaliste au Figaro, spécialiste des dérives sectaires, auteur de La France des gourous, publié aux éditions du Rocher. Pendant plus d'1 an, il s'est infiltré dans des mouvements aux pratiques troubles, développement personnel radical, spiritualité alternative, pseudo-sciences, communauté conspirationniste, scientologie. Il a observé de l'intérieur les mécanismes d'emprise, de captation financière et de manipulation mentale. Mais avant d'ouvrir notre conversation, comme chaque semaine, je vous propose un engagement. Aujourd'hui, je vous propose de nous engager contre l'industrie de la croyance. Les sectes ne correspondent plus à l'image que nous en avions. Elles ne vivent plus en autarcie. Elles ne se signalent pas par la rupture spectaculaire avec le monde. Elles ne coupent pas brutalement des familles pour les enfermer derrière des murs. Elles s'intègrent. Elles parlent le langage de l'époque. Elles empruntent les codes du bien-être, de la performance, de la santé naturelle, du développement personnel, de la réussite entrepreneuriale. Elles utilisent les réseaux sociaux avec une efficacité redoutable. Aujourd'hui, l'emprise ne se cache plus. Elle parle neurosciences, énergie quantique, masculinité régénérée, performance intérieure. Elle ne conteste pas frontalement le monde, elles prétendent l'améliorer. L'emprise, c'est professionnalisé, c'est scénarisé, c'est structuré économiquement. Elle se met en scène, elle loue des salles prestigieuses, elle ne promet pas le salut, elle promet l'optimisation. Rien n'est laissé au hasard, l'accueil est chaleureux, la reconnaissance immédiate, vient évidemment le sentiment d'être enfin compris et la montée progressive des engagements financiers, affectifs, identitaires. Ce n'est pas une dérive improvisée, c'est une architecture de la captation. Nous ne sommes plus face à des illuminés, mais bien face à des entrepreneurs de la vulnérabilité qui capitalisent sur les défiances massives que nous traversons. Celles envers la médecine, la parole publique, les médias, les institutions, la puissance politique. La solitude s'est installée comme un fait social et l'angoisse sanitaire a laissé des traces profondes. La quête de sens s'est individualisée, privatisée, marchandisée. Et dans un monde saturé d'informations mais appauvri en repères communs, la promesse de certitude devient un produit attractif. Ces mouvements prospèrent là où l'État se contente d'alerter. Mais peut-on réguler un phénomène qui se recompose en ligne, se fragmente, se diffuse par algorithme? Peut-on encadrer juridiquement une emprise qui ne se présente jamais comme telle? Sommes-nous capables de distinguer la liberté de croire de la mise en danger organisée? Sommes-nous capables de voir que derrière certaines promesses de guérison, de puissance ou d'élévation se cache une économie parfaitement structurée? L'emprise n'est pas un accident, elle est le symptôme d'un vide de confiance, de sens partagé, d'autorité légitime. Et s'engager contre elle, ce n'est évidemment pas mépriser ceux qui y entrent, c'est refuser que la vulnérabilité, la fragilité humaine deviennent un segment de marché, une dépendance organisée, un levier de pouvoir. C'est rappeler que la liberté sans discernement devient une proie et qu'une démocratie qui abandonne ses fragilités aux marchands de certitude prend un risque qu'elle ne mesure pas toujours. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Étienne Jacob. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation, vous avez choisi d'entrer dans la France des gourous pour comprendre comment l'emprise se fabrique. Alors, vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, couvert des terrains très exposés, des attentats, les crises sanitaires, et puis depuis 2019, vous vous intéressez plus particulièrement au phénomène d'emprise mentale, aux dérives sectaires, des mouvements évangéliques radicaux, stages masculinistes, en passant par la scientologie ou les pseudo-thérapies. Pour la France des gourous, vous avez choisi d'opérer en infiltration. Alors, est-ce que ce choix est un choix journalistique assumé ou est-ce que c'est une contrainte qui est imposée par la nature même de ces milieux ? En vérité, c'est un peu les deux. Quand on est journaliste, malheureusement, on ne va pas être totalement sincère avec nous parce que en face, les personnes savent qu'on est journaliste. Donc, j'ai commencé mes enquêtes au Figaro en étant journaliste, en essayant même d'aller parler à ces mouvements sectaires, mais malheureusement, le dialogue n'était pas possible. Il y avait une barrière, et même auprès des victimes, il y avait toujours cette barrière. Donc, y aller, m'y infiltrer, ça m'a permis de me faire passer pour l'adepte et du coup d'avoir une sorte d'authenticité de la part des victimes, des gens qui sont sous emprise, mais aussi des gourous, des dirigeants de ces mouvements. Et alors moi j'ai envie de vous dire, surtout pour nos auditeurs, parce que l'infiltration, même si tous les deux on sait un petit peu comment ça se passe, peut-être que les gens qui nous écoutent ont besoin de comprendre comment est-ce qu'on rentre dans un cercle, comment on obtient la confiance sans éveiller la méfiance, et surtout comment on évite d'être démasqué quand tout est structuré
pour tester, pour observer et pour filtrer. Oui, j'ai changé de nom, j'ai changé de prénom, de profession. Et puis Vous après, êtes devenu espion ? Oui, et puis j'ai lu un peu les textes de ces mouvements. Raël, qui dit avoir rencontré les extraterrestres, a sorti tout un tas de livres. Je me suis intéressé à ça. Et l'idée n'était pas forcément de les duper, mais le but ultime, c'est l'information et c'est de constater les dérives de ces mouvements. Et donc, c'est ce que j'ai pu voir. Et ça a été vraiment très instructif. Et ce que j'ai écrit dans La France des gourous. Alors, tout est pensé, on le voit dans le livre, c'est très bien décrit, pour séduire, pour instruire, pour valoriser. Vous avez pu garder une distance mentale, vous avez pu rester vous-même lucide quand vous êtes émergé dans ces dispositifs ? Ça n'a pas été facile parce que je prends très souvent l'exemple de Raël parce que c'est la première infiltration que j'ai effectuée. Quand j'arrive, on me met un petit bracelet de couleur et vu que Raël, au-delà de l'histoire des extraterrestres qu'il dit avoir rencontré au Puy de la Solace en Auvergne, eh bien, il y a cette idée qu'il y a une libération sexuelle. C'est quand même un mouvement qui était post-68 art, très New Age, et donc vraiment, voilà, cette ouverture. Aujourd'hui, la communauté a un peu vieilli, malgré tout, ils gardent un petit peu leur proximité. Donc vous êtes là, vous êtes choyés, on vous fait des câlins, on est très proche avec vous. Aujourd'hui, vous connaissez pas votre voisin de palier, vous connaissez pas vos voisins, les gens ne se parlent plus, ils ont la tête rivée sur leur téléphone. Et donc c'est vrai que là, on retrouve un esprit de famille, un esprit de communauté et surtout un espoir. Alors l'espoir chez Raël, c'est que les extraterrestres reviennent et en attendant, il faut cotiser pour construire une ambassade. Alors ça prête à sourire, mais il y a beaucoup de victimes, des gens qui ont été victimes de viols à l'intérieur. Donc c'est quand même quelque chose qui est très dangereux. Oui, et puis il y a quelque chose que vous décrivez, c'est cette réassurance en fait quand on est dans ces groupes. On n'est plus tout seul, on est avec un groupe qui semble partager des valeurs communes. Et c'est ça, et pourtant c'est totalement nocif parce qu'en fait on va petit à petit vous couper de votre famille, couper de vos amis parce que vous allez croire à quelque chose qui paraît impensable, même si votre famille vous raisonne, vous protégez, vous dites mais non, je crois à ça, ça me fait du bien, mais en fait vous commencez à tomber dans ce groupe-là. Et par cette rupture-là, c'est le début de la fin finalement pour vous. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui sont en plein dedans. Elles ont l'impression d'avoir vécu toute leur vie heureuse. Et par exemple chez les Raéliens, mais aussi chez les scientologues, quand ils se rendent compte qu'ils ont passé 20, 30 ans, voire certains sont même nés, les mouvements sont tellement anciens que certains sont nés. Donc là, pour le coup, ils n'ont même pas ils sont nés sous emprise. Eh bien, quand ils sortent, les conséquences peuvent être terribles. Vous êtes tout seul, vous n'avez personne à l'extérieur. Et vous avez failli perdre pied dans un de ces mouvements ? Je prends encore l'exemple de Raël, mais effectivement, chez eux, ça a été compliqué parce que vous êtes là-bas, vous avez ce sens de famille, ce lien social, ce tissu social qui fait que quand vous revenez à votre vie classique, vous avez un manque en fait. Cette chose-là peut être très déstabilisante. Et je prends aussi l'exemple de chez Irène Grosjean, qui est donc la papesse du manger cru, qui est décédée depuis, mais une dame de plus de 90 ans, très magnétique, et qui elle prône manger cru et se purger pour aller mieux. Donc en fait, elle érige le manger cru comme religion. Donc c'est pour ça que c'est un mouvement à dérive sectaire. Et bien là-bas, quand moi je suis revenu à mon quotidien normal où je mange de la viande, où j'ai une nourriture variée. Vous dites, là, je dysfonctionne. Mais à chaque fois que je voyais un bout de viande, c'était oppressant et j'avais peur. Donc j'ai mis longtemps avant de me réhabituer à manger normalement. Combien de temps vous avez passé dans chacun de ces mouvements ? Parfois, c'était des stages d'une semaine. Pour le mouvement pyramidal Herbalife, c'était un peu différent. Je suis resté sur plusieurs semaines à aller à des réunions. Donc ça variait selon selon les mouvements. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils font tous des dégâts et qu'il y a un mouvement pour chaque personne. C'est-à-dire que tout le monde peut être victime et chacun dans son entourage, ça je le dis souvent, en fait, peut avoir quelqu'un qui peut être victime et ça c'est extrêmement grave. Oui, c'est vrai, les mouvements sont très divers. Vous venez de citer Irène Grosjean et le crudivorisme, mais vous avez aussi testé le salon du bien-être à Paris, la scientologie, le chiropracteur Joe Dispenza, celui-là je ne le connaissais pas et ses promesses de guérison absolument miraculeuses, le mouvement Raël dont vous venez de parler, l'école Aurore, le Manking Project qui est un mouvement masculiniste et ce système pyramidal très contesté quand même, qui est Herbalife. Alors, pourquoi avoir choisi ces mouvements-là ? Que représentent-ils réellement aujourd'hui en termes d'influence, de pouvoir, de capacité de recrutement ? On en parle juste après la pause. Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Nous sommes de retour dans la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à
celles et ceux qui font bouger la société, avec Étienne Jacob, journaliste au Figaro, spécialiste des dérives sectaires. Nous parlons aujourd'hui d'emprise, d'infiltration et de cette France de l'alternatif qu'il a explorée de l'intérieur. Alors juste avant la pause, je disais, les mouvements que vous avez infiltrés sont très divers, crudivorisme, scientologie, pseudo-guérison, extraterrestre, stage masculiniste, marketing multiniveau. Alors, on pourrait se dire que ce sont des univers marginaux. Est-ce qu'on peut parler vraiment de groupuscules isolés, capables d'écosystèmes structurés, capables de toucher des milliers de personnes, parfois des dizaines de milliers de personnes? Non, moi je pense qu'il y a vraiment tout type de mouvements, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des mouvements qui passent sous les radars, et ce ne sont pas forcément ceux que j'ai infiltrés, même si l'école Aurore est un mouvement qui n'avait jamais été évoqué dans la presse, contrairement à l'existe de Scientologie. Oui, moi j'ai complètement découvert ce mouvement. Tout le monde, voilà. Eh bien, en fait, on a ces mouvements qui sont des mouvements d'atmosphère, qui sont dans des micro-communautés parfois. Autour de vous, vous avez souvent un gourou, parfois homme, qui va arroger autour de lui 2, 3, 4, 5 personnes et qui va commettre des viols, qui va se prendre pour Dieu. Il y avait eu une condamnation il y a quelques années à ce sujet-là. Donc effectivement, ces groupes-là, c'est impossible pour les autorités de les repérer. Malgré tout, il y a aussi des grosses multinationales sectaires. L'Église de Scientologie en font partie. Ils ont été condamnés par la justice pour escroquerie en bande organisée. Ils sont poursuivis pour abus de faiblesse. Et effectivement, eux restent très dangereux et sont très structurés, ont beaucoup d'argent. Pourtant, la Scientologie, ils ont été condamnés, mais pendant les JO, vous le racontez dans votre livre, ils construisent un bâtiment de combien de 4000 mètres carrés, c'est ça? Ouais, ils ont acheté un bâtiment, ils l'ont rénové pour une trentaine de millions d'euros à quelques pas du Stade de France. Donc quand vous alliez voir les épreuves des JO, vous aviez le bâtiment qui est tout en vitre, qui est très joli, qui est très moderne, avec les personnes de l'Église de Scientologie avec la musique à fond, qui vous offraient le jus d'orange et qui étaient là pour vous faire remplir un quiz. Donc c'est la première étape pour vous faire rentrer dans le mouvement. On fait remplir un quiz avec plein de questions sur comment vous réagirez à certaines étapes de la vie. Donc vous remplissez le quiz et après, quand vous avez rempli le quiz, on vous dit faut venir sur place pour aller récupérer vos résultats. Vous pouvez pas les récupérer en ligne. Le but, c'est de vous attirer. Quand on vous quand on vous montre les résultats, moi c'est comme ça que je suis rentré dedans. Eh bien, en fait, on vous dit que tout va mal chez vous. Vous êtes méchant, agressif, dépressif. C'était mon cas. Pourtant, j'avais répondu sincèrement et ma vie a été plutôt très correcte à cette époque-là. Et on va vous expliquer qu'il y a une solution, c'est la Scientologie. Et ce sont des séances de dianétique, on appelle ça, qui sont censées, où on va vous demander de vous rappeler de tous vos souvenirs. Et principalement vos souvenirs douloureux. Et en fait, pour eux, ce n'est pas scientifique, pour rappel. Vos souvenirs douloureux, les rappeler, les raconter 5-10 fois de suite avec de plus en plus de détails va permettre, selon eux, de vous faire guérir. Mais c'est une pyramide impossible à gravir. Et donc, évidemment, chaque séance est payante et des personnes ont perdu parfois plusieurs centaines de Oui, on va hypothéquer leur maison. D'ailleurs, j'ai trouvé, il y avait un élément aussi qui m'a surpris, c'est que vous dites, la première fois que je suis reçue dans un cadre extrêmement agréable, très luxueux, très confortable. Et puis quand je reviens pour ces séances-là, on est dans un univers fermé, il n'y a pas de fenêtre. Donc tout est fait pour mettre les gens dans une forme d'angoisse, en fait. Ouais, tout à fait. C'est très froid. On vous pose des questions. On vous dit, est-ce que vous avez déjà pris de la drogue? Parce que c'est leur grand combat, la drogue. Évidemment, c'est le combat de tout le monde. Et puis, on vous fait asseoir. On fait d'abord regarder des vidéos très kitsch sur le fait que en fait, il y a deux choses dans la Scientologie. Il y a le mental analytique qui est très bien. Vous analysez les choses à froid. Vous avez votre sang-froid, tout va bien. Et il y a le mental réactif. Alors là, c'est réagir de manière épidermique aux choses. Et ça, leur but, c'est de vous le faire annihiler. En fait, ça vous rend totalement malléable parce que vous n'avez plus d'émotion. Et leur but, c'est ça. Mais pour eux, évidemment, ils ne le dépeignent pas comme ça. Pour eux, c'est vraiment la solution. Et pendant des heures et des heures, vous avez les yeux fermés, les mains sur les genoux, et on vous interroge en vous demandant des détails. Moi, il se trouve que mon dernier souvenir malheureux était une rupture amoureuse. C'était assez dur. C'était arrivé quelques jours avant. Je me suis retrouvé dans un état d'angoisse assez terrible. Et c'est vrai que ça pose question sur les personnes qui restent des mois, des années là-dedans.
Alors, c'est quand même un point commun, ce que vous décrivez, faire croire que l'on est enfin compris, reconnu, attendu, créer ce sentiment d'appartenance avant d'installer la dépendance. Est-ce que vous pensez qu'il existe une architecture type de l'emprise, des séquences identifiables, la séduction, l'isolement, la dépendance, que l'on retrouve bien sûr dans les violences, mais là on ne parle pas de violence, on parle de mouvements sectaires. Ouais, c'est un peu résumé ce que je vais vous dire parce que c'est plus complexe que ça, mais on a une phase de séduction, c'est il y a une nouvelle idée, un espoir, Raël a vu les extraterrestres, ah ben c'est bien, enfin à des réponses à des questions simples de la vie. Quand vous voyez les témoins de Jéhovah à tous les arrêts à tous les bouches de métro à Paris, souvent ils ont leur petit carnet avec d'où vient la vie. C'est quand même une question, personne n'a la réponse, donc tout le monde peut dire... Personne n'a la réponse, mais tout le monde se la pose en fait. Voilà, tout le monde se la pose. Donc si quelqu'un vous apporte la réponse, ça vous dites, ah ouais, je veux enfin donner un sens à ma vie. Donc ça, c'est la phase de séduction. Ensuite, j'en parlais un peu dans la première partie de l'émission, on a la phase de rupture. Et la phase de rupture, en fait, va vous isoler totalement des autres personnes. Et effectivement, vous êtes totalement isolé. Vous êtes perdu votre famille, vos amis. Parfois, on vous fait quitter votre travail. J'ai enquêté sur un mouvement évangélique coréen qui fait ça justement, qui fait quitter leur travail aux victimes, aux personnes. Et c'est vrai que c'est quand même très très dangereux. Alors évidemment, ces groupes prospèrent, c'est qu'ils trouvent un terrain favorable. Alors est-ce que la défiance envers les institutions, la solitude dont on parle beaucoup, les crises identitaires, les pertes de repères, au fond, est-ce que on va finir par se demander si ces mouvements exploitent des failles individuelles ou des failles collectives ? Je pense qu'ils exploitent des failles collectives. On a vu que la crise sanitaire, même si elle commence à s'éloigner, a eu comme conséquence une énorme perte de confiance des personnes envers la médecine conventionnelle. Donc on a eu tout un tas de mouvements alternatifs qui ont émergé, les naturopathes qui sont devenus très à la mode, sauf qu'en fait toutes ces pseudo-médecines n'ont aucune véracité scientifique. Malheureusement, je dis pas qu'il faut se bourrer de médicaments, mais quand vous avez les médicaments, ils ont été testés, ils ont quand même, il y a toujours une balance bénéfice-risque, ce qui permet aux conspirationnistes et à ceux qui sont contre de dire, c'est pas une bonne chose, mais malgré tout, ils ont une efficacité. Alors que, ces naturopathes, ces remèdes naturelle, cette médecine douce, elle peut être complémentaire dans certains cas, mais il faut faire très attention. Et quand évidemment on va vous dire que avec des simples séances de méditation, c'est le cas de Joe Dispenza, le chiropracteur, et vous allez pouvoir guérir votre cancer, c'est très dangereux. Et maintenant, ça tombe même sous le coup de la loi. Il y a eu un nouveau délit d'incitation à l'abandon de soins. C'est-à-dire, on va vous dire, vous faites de la méditation, mais vous arrêtez de faire votre traitement classique. Arrêtez de faire votre chimio si vous avez un cancer. Et ça peut être quelque chose qui peut tomber aujourd'hui sous le coup de la loi. Malgré tout, ça reste dur pour la justice de déterminer. C'est incroyable, parce que ce fameux Joe Dispenza, il a fait venir... D'abord, il a loué le Grand Rex. Alors, le Grand Rex, c'est 2000 personnes, si je ne me trompe pas, même plus de 2000 personnes, qui sont venues de toute l'Europe, parfois du monde entier. Ouais. C'est quand même... je veux dire, c'est un pouvoir incroyable. Oui, c'est un pouvoir incroyable. En plus, il a ce charisme avec cet accent américain. Il est très sûr de lui. Et il dit se baser sur les neurosciences. Alors, il vous brandit tout un tas de graphiques, mais en fait, ça ne veut rien dire. Il y a rien de scientifique là-dedans. Et on avait des personnes dans le public qui étaient en fauteuil roulant et qui espéraient le miracle. Parce que lui, il dit, dans mes retraites, par contre, là, on est juste dans une retraite d'un week-end au Grand Rex. Ouais. Si vous achetez la retraite à 2-3 000 $, aux États-Unis ou je ne sais où, eh bien, là-bas, vous pourrez peut-être espérer de remarcher. Mais des trucs incroyables. Mais les gens y croient. Et en plus, on pourrait dire, et ça, c'est l'erreur classique de dire, mais moi, je ne tomberai jamais là-dedans. Mais les personnes qui étaient là-bas, ce sont des CSP+, des gens très éduqués, des entrepreneurs, des gens plutôt riches. Pour se payer 3 jours au Grand Rex à plus de 700 €, faut quand même avoir le budget. Ouais. Donc c'est là aussi où je dis qu'il y en a pour tout le monde. Parce qu'en fait, rien n'est gratuit dans ces mouvements. Les stages sont tous payants, les retraites coûtent des centaines, parfois des milliers d'euros. Les produits se vendent, les bouquins, les podcasts, et les dons deviennent parfois totalement obligatoires. Donc, ça veut dire que derrière ces discours spirituels, thérapeutiques ou initiatiques, il y a une structuration économique très précise. Est-ce que vous pensez que l'emprise est devenue un marché ?
Et est-ce qu'on retrouve des stratégies comparables à celles des entreprises classiques pour aller capter ces moyens financiers ? L'entreprise, c'est sûr que c'est devenu un vrai marché parce que quand on a du merchandising autour de ça, je prends l'exemple de la Scientologie. La Scientologie a ses awards sur les documentaires qu'ils autoproduisent en disant voilà, celui-là c'est leur César, leur Grammy Awards. Ils ont leur petit écosystème sectaire et vu qu'ils ont beaucoup d'argent, forcément ça fonctionne bien. Après, effectivement, vu qu'on a même des entreprises qui parfois versent un peu dans le secteur, on peut avoir des méthodes utilisées par les entreprises. C'est du marketing classique finalement. Et pour Herbalife, c'est du marketing multiniveau où en fait on vous fait croire que en vendant à vos cousins, qui lui-même va vendre à ses cousins et qui lui-même vendra, vous pourrez gagner de l'argent. Sauf qu'il y a des études qui ont été faites, il y a que 1% des gens qui réussissent à gagner de l'argent. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on vous fait miroiter. Système pyramidal par excellence. Alors, vous avez aussi rencontré des victimes. Comment on se défait d'une emprise ? Est-ce qu'il faut un choc, un événement déclencheur ? Et est-ce que vous avez observé un accompagnement structuré en France pour ces victimes ? Écoutez, la Mivilude est là, c'est la mission gouvernementale pour pouvoir aider les victimes. Il y a aussi un tissu associatif qui est quand même très efficace en France. En revanche, moi ce que je dis toujours, c'est que si vous avez quelqu'un que vous voyez tomber dans une secte et qui tombe sous emprise, ne la prenez pas de face, ne l'agressez pas parce que sinon elle va se recroqueviller sur elle et ça aura l'effet inverse en fait. Donc il faut y aller en questionnant, en disant pourquoi, qu'est-ce que tu recherches. Ça peut fonctionner, mais pas toujours. Un peu comme toutes les victimes, en fait. C'est la même chose. Oui, c'est ça. Vous avez vu Film Gourou, réalisé par Yann Gozlan, qui est sorti récemment, qui met en scène un coach charismatique qui finit par devenir une véritable figure de la manipulation. Évidemment, c'est une fiction, mais ça interroge à peu près les mêmes mécanismes que dans votre livre. Si vous avez vu ce film ? Alors, je l'ai pas encore vu, je vais aller le voir. Mais est-ce que ça vous inspire ? Mais ce que je sais, c'est que je suis un peu mitigé avec ce film parce que ce que j'ai pu en voir et ce qu'on m'en a dit, ce que m'en ont dit les spécialistes de la question, les associations, c'est que ça pourrait avoir un effet contre-productif. Alors on fait pas un film pour forcément dans une cause militante, dans une cause de dénonciation, d'accord, mais j'ai peur que cette figure de gourou qu'incarne Pierre Ninet puisse avoir un peu un effet de glamourisation et ça pourrait être contre-productif. Vous me direz, il y a plein de films où on voit Hitler ou d'autres figures controversées de l'histoire et de monstres de l'histoire, et pourtant les films restent bons. Mais c'est vrai que dans le petit monde des dérives sectaires, c'est un monde on n'en parle pas tant que ça. On a parlé beaucoup de terrorisme, de djihadisme, de choses comme ça, de criminalité, délinquance. Mais c'est vrai que j'ai peur que ça n'ait pas l'effet escompté. Malgré tout, c'est quand même bien qu'on en parle parce que je vois que je fais plus d'émissions dans cette période-là qu'il y a 6 mois, donc c'est aussi quand même une bonne chose. Bon, eh bien, merci beaucoup, Étienne. Donc, on va espérer que votre livre soit plus productif que ce film, en tout cas sur l'influence qu'il peut avoir. Vraiment, l'emprise s'est installée au cœur de notre société, à peu près partout, dans les salons du bien-être, dans les stades qui sont remplis de ces coachs charismatiques. Je trouve que votre livre est une cartographie très intéressante de cette époque qui est fragile. Je rappelle le titre, La France des gourous, le journal d'un infiltré aux éditions du Rocher. Merci d'avoir été avec nous pendant ce dimanche. On se retrouve la semaine prochaine à 15h sur Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Et pour l'instant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous laisse avec John pour le meilleur de Sud Radio. C'était la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. AJP.